Donc j'avais prévu, comme on me l'avait demandé, de vous parler très rapidement, mais de jeter plus quelques pistes de discussion sur l'histoire des tensions entre conservation de la biodiversité et développement. Donc la conservation et le développement ont longtemps été des questions abordées de façon disjointe et opposée. Donc c'est un peu la structure de la présentation que je vous propose. Ce que je voudrais suggérer et discuter avec vous, c'est le fait que l'invention du terme biodiversité au milieu des années 80, à peu près contemporain de l'avènement de la notion de développement durable comme cadrage majeur pour penser les politiques publiques, ont amené, et la conjonction des deux ont amené des changements à cet égard. Alors des changements qui étaient déjà posés, disons, dans les termes, dans les discours, avec le déploiement d'imaginaires un petit peu différents dès le milieu des années 80, mais qui ont mis un certain temps à s'incarner dans les pratiques. Donc il y aurait eu un renversement de perspective avec le pari d'une possible association entre conservation de la biodiversité et développement, disons, à partir du milieu des années 80. À la fois pour des raisons pragmatiques, pour des raisons d'efficacité des politiques de conservation, qui nécessitaient que les populations locales soient associées aux mesures mises en place, mais aussi pour des questions évidemment d'éthique et de multiples autres considérations dans lesquelles on n'aura pas le temps de rentrer, mais que je vais peut-être un peu effleurer. Et puis, parallèlement, il y a eu une écologisation des pratiques de développement. Et ce sur quoi je voudrais clore ma présentation, c'est peut-être sur l'idée qu'aujourd'hui, on a un retour d'un certain nombre de représentations globales de la crise écologique qui me semble peut-être moins adaptées pour penser l'intégration entre conservation et développement. Notamment avec des représentations, des modèles très globaux qui lissent un peu les disparités entre les pays et qui n'intègrent pas la question des niveaux de développement. Et puis, par ailleurs, l'agenda climatique écrase un peu tout et les questions environnementales sont de plus en plus rabattues sur des questions climatiques, y compris bien sûr dans les projets de développement, ce qui peut à certains égards soulever des questions pour la conservation de la biodiversité. Donc très rapidement, je suppose que tout le monde ici est largement familier de la chose. Avant l'avènement de la notion de biodiversité et celle de développement durable dans les années 80, les politiques de conservation, alors je m'excuse, évidemment tout ça est un peu caricatural, mais les politiques de conservation étaient quand même plutôt dominées par un idéal et des images préservationnistes et par l'idée qu'il fallait tenir la nature à l'abri du marché pour pouvoir la conserver. Donc les visions de la nature qui présidaient au type de pratiques de conservation qui étaient mises en œuvre étaient plutôt des visions qui pensaient sans l'homme, sans les sociétés humaines. Donc le développement avait peu de place dans la pensée de la conservation. Et les pratiques reposaient sur les aires protégées plutôt pensées comme sanctuaires et puis la mise à l'abri des espèces menacées qu'il fallait protéger du marché. Et il y avait donc une ségrégation de l'espace et de la façon dont était pensé le développement et la conservation. L'injonction à protéger la nature dans les pays du Sud était parfois perçue comme une nouvelle forme d'impérialisme écologique ou d'ingérence dans les affaires nationales au nom de l'écologie globale. Donc là, je pense par exemple aux tentatives de mettre en place un cadre international contraignant pour la protection des forêts au milieu des années 80, début des années 90, forêts qui étaient perçues comme un patrimoine national par les pays, en particulier latino-américains, les abritant et qui se refusaient à avoir considéré comme un poumon de la planète ou que sais-je.
les projets de conservation excluant les populations étaient souvent vécus comme des atteintes aux droits de ces dernières. Et puis du côté des pays du Sud, les législations environnementales et le droit environnemental qui se mettait en place au niveau international étaient souvent contestés, avec l'idée par exemple des conditionnalités environnementales de l'aide qui étaient perçues comme un frein à la croissance. Et il y avait beaucoup de demandes émanant de pays du Sud en matière de transfert de technologie ou de soutien financier pour mettre en place les politiques de conservation. Donc il y avait d'un côté la conservation, puis de l'autre côté l'exploitation qui était opposée. Et il était difficile de les concilier. Peut-être que pour faire un petit pas en arrière, on peut se remémorer qu'au moment où la question environnementale est entrée en politique, il y avait les ouvrages qui ont inspiré une partie, évidemment pas toute, mais une partie de l'émergence des mouvements environnementaux, et étaient des ouvrages qui avaient souvent des relents un peu néo-malthusiens, donc je pense en particulier à ceux-là. À la bombe population de Paul Ehrlich et à des ouvrages qui l'avaient précédé, qui mettaient beaucoup l'accent sur les limites écologiques à respecter par l'espèce humaine, le risque que faisait peser sur l'environnement la croissance démographique. À la même époque, à peu près dans les années 60, fin des années 60, est sorti le fameux texte de Garrett Hardin, La tragédie des communs, un article dans Science dont vous avez certainement entendu parler, et qui a servi d'argument pour afficher une défiance vis-à-vis des populations locales considérées comme incapables de gérer leurs ressources naturelles, mais par principe et par postulat, sans que cette incapacité ait été mise à l'épreuve. Et donc, quand la question environnementale a été pensée au niveau international, et là je pense surtout à la conférence de Stockholm en 72, c'était un moment un peu difficile d'un point de vue géopolitique, avec ces discours sur la bombe population dans les pays du Nord et sous la plume des scientifiques états-uniens essentiellement. La thématique de la responsabilité partagée dans les problèmes environnementaux qui commençaient à émerger. Bon, partagé mais différencié, c'est ce qui a été introduit dans les textes, mais partagé quand même. Et donc, il y a eu ces interventions mémorables à la conférence de Stockholm en 72, notamment d'Indira Gandhi, qui à la tribune de cette assemblée a rappelé que le problème des pays pauvres était la pauvreté, et qu'il ne fallait pas perdre de vue le développement avant de se poser des questions environnementales, et il était certainement déplacé de stigmatiser les populations du Sud en faisant les responsables de la dégradation des milieux naturels. À l'issue de cette conférence de Stockholm a été développé quelque chose qui a un peu tombé en désuétude par la suite. Certains considèrent que c'est un concept précurseur du développement durable, qui est l'éco-développement d'Ignacy Sachs, qui est décédé récemment. Ignacy Sachs et toute une communauté qui s'est formée après la conférence de Stockholm a commencé à articuler un projet de développement qu'il a appelé éco-développement, qu'il préconisait pour les pays du Sud, et qu'il pensait comme un développement économique, n'excluant pas la croissance, mais au service du progrès social et de la gestion raisonnable et non pas rationnelle des ressources naturelles et des milieux. Et pour ça, il misait beaucoup sur la planification, sur le plein emploi et sur un État protecteur.
Donc ce modèle a plus ou moins, enfin qu'on continue à être connu et enseigné et discuté dans des cercles qui s'intéressent à la question, mais à la faveur du tournant libéral des années 80, il est quand même vraiment passé à la trappe plus ou moins. Mais malgré tout, à Stockholm, il s'était amorcé quelque chose, et notamment l'idée que la conservation de l'environnement n'était pas quelque chose qui devait être imposé dans les pays du Sud. Le programme des Nations Unies, quand il a été créé à la suite de cette conférence, a été installé à Nairobi, ce qui était une façon d'entendre que les populations du Sud et que les questions de développement avaient pleinement leur place dans les discussions sur la conservation. Donc la suite, je pense qu'on la connaît tous. Peu à peu, la conservation et les agendas en termes de conservation se sont ouverts à la notion de développement durable. Donc à l'idée que la conservation pouvait passer par l'utilisation durable des ressources, ce qui est quand même un changement assez radical de paradigme en matière de conservation. Et que l'exploitation durable, la valorisation économique des éléments issus de la biodiversité pouvait être une façon de résoudre finalement tous les problèmes. Des problèmes de financement de la conservation, des aspirations légitimes au développement local ou national dans les pays du Sud. Donc on pouvait transformer la conservation en un secteur d'activité rentable et la conservation de façon générale en projet win-win. Donc tout ça s'est développé au point que la notion de développement durable est aussi peu à peu venue se superposer et se surimposer dans les arènes en charge du développement. Pour mémoire, on parlait de développement et on parlait, souvenez-vous encore, d'objectifs du millénaire pour le développement qui devait être atteint en 2015. Mais dans l'agenda post-2015, c'est bien d'objectifs de développement durable qu'il est question. Et cette notion de développement durable a pleinement intégré le développement dans ces objectifs, elle s'y superpose. Donc l'idée d'une exploitation durable pour lutter contre l'extinction est quelque chose d'assez fréquemment invoqué. La notion de biodiversité a permis ça. C'est pas juste un nouveau terme pour parler de la même chose, mais le terme de biodiversité marque cet infléchissement dans l'approche de la conservation. Et marque particulièrement un tournant participatif dans les politiques de conservation. Avec la Convention sur la diversité biologique qui sanctionne, qui entérine ce tournant et qui est le cadre proposé pour prendre en charge le nouveau concept de biodiversité, s'impose aussi un cadrage qui est un peu particulier. Enfin, on a pris l'habitude de vivre avec, donc peut-être qu'on a cessé de le considérer comme assez singulier, qui a un cadrage très nord-sud de la question de la conservation de la diversité biologique. Bon, bien entendu, on sait tous que de la biodiversité, il y en a partout et que les politiques de conservation sont des enjeux pour le monde entier. Mais pour des questions politiques et géopolitiques, la Convention sur la diversité biologique, vous le savez, met beaucoup l'accent sur l'accès et le partage des avantages qui seraient issus de l'exploitation des ressources génétiques. Elle met l'accent également sur les droits des populations, des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels qu'elle appelle à reconnaître. Et finalement, il y a derrière, de façon sous-jacente, l'idée d'une polarisation nord-sud de la question de la biodiversité, avec au sud des enjeux de conservation in situ, de la biodiversité tropicale, des écosystèmes extrêmement riches de tous les points de vue. Une diversité culturelle avérée, particulièrement là où se trouvent des communautés autochtones et locales, des besoins de financement de la conservation in situ, des besoins de protection et de reconnaissance des droits
des communautés autochtones et locales qui, par leurs pratiques, affectent la conservation de la biodiversité, des savoirs traditionnels, des ressources à préserver et à valoriser. Donc on a un peu l'idée qu'il y aurait quelque chose comme une offre et des besoins de financement en matière de conservation au sud. Et puis du côté du nord, des technologies, des moyens de financement, de l'innovation, de la capacité à monter des projets, de l'industrie, de la recherche, etc. etc. Au point que les engagements des pays ou les pays dans cette négociation sont classés en pays hôtes et pays utilisateurs, comme si à l'échelle nationale cette catégorie avait du sens, comme s'il y avait des pays qui se contentaient de d'héberger la biodiversité comme on invite quelqu'un chez soi et d'autres qui se contentaient de l'utiliser. C'est évidemment plus complexe que ça. Donc c'est une de ces représentations avec lesquelles on vit et avec lesquels on a eu du mal à composer finalement, parce que ça a pu paraître expédient à un certain moment pour trouver des compromis diplomatiques de promouvoir des représentations de ce genre. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout faire à la fois et avoir en même temps des actions de conservation efficaces du point de vue de la biodiversité qui permettent une émancipation de communautés autochtones, qui donnent des moyens financiers, voire qui contribuent au développement national de pays dits riches en biodiversité, et puis avoir des industries qui se développent, de l'innovation, des brevets, des biotech, de l'économie verte. Est-ce que c'est réaliste l'idée? Alors c'est séduisant bien évidemment l'idée qu'on puisse tout faire en même temps et que le marché qui se décide assez clairement à partir de cette représentation, est-ce que c'est réaliste de penser que le marché peut tout résoudre? Alors, juste rapidement, je vais vous présenter quelques expériences j'ai pas choisi celles qu'on connaît le plus et qui sont les plus proches de nous pour donner corps à cette idée qu'on pourrait faire à la fois de la conservation et du développement et puis concilier dans un marché aménagé, dans un capitalisme réformé, les moyens de faire de la conservation de la biodiversité efficace, équitable, à la fois pour les États et pour des populations locales, et puis répondre à des besoins de développement dans leur pluralité, dans leur singularité, dans leur contexte particulier. Donc il y a eu toutes sortes de ce qu'on appelle instruments de marché dans le domaine de la conservation de la biodiversité, donc des tentatives de lier la conservation à des enjeux plus larges de développement. Alors, pour mémoire, les échanges d'aide-nature, qui était un dispositif qui a été proposé dès le milieu des années 80 par Lovejoy, qui était à ce moment-là au WWF. Donc l'idée, c'était qu'une partie de la dette, en l'occurrence de la Bolivie, comme expérimentation pilote, puisse être remise en contrepartie de l'investissement dans des projets de conservation. Donc c'est un modèle qui a été proposé pendant quelque temps. Alors on pourrait penser que ce type de modèle est surtout porté par des ONG de conservation qui essaient de trouver de façon pragmatique des instruments qui servent leurs objectifs. C'est aussi la possibilité de tirer quelque chose du marché et d'essayer de définir des conditions, de définir des dispositifs qui permettent à la fois de la conservation et du développement, et aussi portés par certains pays du Sud dans ce qu'on appelle en political ecology ou en économie écologique l'environnementalisme des pauvres. Donc il y a toute une littérature sur l'environnementalisme des pauvres, et puis l'idée qu'il y a des projets un peu endogènes de conservation et de développement qui viennent des pays du Sud, qui sont définis dans les pays du Sud. Donc on se réfère en général au mouvement Chipko en Inde, qui a conduit à l'adoption d'un moratoire sur la déforestation en 73. Oui. Il y a aussi, il y a eu beaucoup de mobilisation, et vous le savez, des autochtones, à la fois dans l'arène de la biodiversité et dans l'arène climatique,
pour à la fois faire valoir les liens entre la diversité biologique, la diversité culturelle, s'opposer à des dispositifs existants et puis au fond faire ce qu'on appelle en relation internationale faire jouer l'effet boomerang. Quand on n'arrive pas à se faire entendre de son propre gouvernement ou des pouvoirs publics dans son pays, ben, on se cherche des alliés internationaux et pour essayer d'appuyer ces luttes. Et ça a été très très développé en Amérique latine. Donc je rentre pas du tout dans le détail, d'autant que je suppose que vous connaissez ça. Mais il y a tout un investissement politique de la question environnementale avec des leaders et des programmes qui se dessinent autour de la promesse et d'une promesse alternative par rapport à la promesse dominante, mais la promesse de concilier la conservation et le développement. Alors bon, il y a toute l'élaboration autour de la Pachamama et des droits de la terre-mère en Bolivie. Il y a eu aussi le projet ITT Yasuni en Équateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a quelques années, donc c'était la proposition lancée à la communauté internationale par le président coréen de renoncer à l'exploitation de 3 champs pétrolifères si on lui donnait de l'argent en contrepartie. Donc on peut considérer que c'est des façons innovantes de faire de la conservation et du développement qui ont été saisies vraiment au premier degré par certains observateurs. Bon, c'est une nouvelle forme d'écopolitique globale avec laquelle il faut composer. Et bon, finalement, au-delà et après les discours, l'exploitation pétrolifère a commencé et les mobilisations aussi. Donc, il faut pas. Enfin, on a beaucoup de discours, beaucoup d'imaginaire sur ces questions-là, sur sa possibilité de concilier le développement et la conservation, qui sont tous construits, contextualisés, qui sont aussi assez localisés, les modèles et les discours et les imaginaires se développent plus en Amérique latine et en Inde qu'en Afrique, par exemple. Et il y a des hotspots, si on veut, de ce genre de discours et de positionnement qui masquent sans doute la diversité et la complexité des problèmes. Alors, je finis juste sur ce que j'esquissais au tout début. Qui est que dans la période toute récente, on assiste au développement, puis on remarque la prégnance de représentation de la crise écologique comme une crise globale. Globale au sens de planétaire et puis globale au sens où elle touche à tous les aspects de l'environnement. Ce qui entraîne une focalisation d'une partie alors peut-être pas des mouvements conservationnistes ou des discours sur le développement, en tout cas pas dans toutes les enceintes, mais en tout cas des recherches et d'une partie des acteurs qui travaillent sur les politiques environnementales, une focalisation sur ces catégories globales, donc sont par exemple l'anthropocène. Penser la crise écologique comme une crise de l'anthropocène, ça permet de montrer qu'on a dépassé des limites. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait pour fonder des actions locales? C'est un peu la même chose avec l'idée des limites planétaires. Comment fait-on atterrir les limites planétaires? Et si ce type de modèle devienne l'alpha et l'oméga de toute la pensée de la conservation et des interventions en matière de conservation, ça n'est pas un très bon signe pour les acteurs du développement ou les acteurs qui travaillent dans des pays du Sud. Parce que en s'attachant à l'échelle planétaire, à l'espèce humaine en tant qu'espèce, on laisse évidemment échapper la diversité des contextes, des aspirations, des cultures. Et l'évolution de ce schéma des limites planétaires vers le schéma du donut, que vous connaissez certainement aussi, qui suggère que peut-être il ne faut pas se focaliser sur les limites à la croissance économique, mais qu'il faut se souvenir qu'on a besoin d'un certain socle malgré tout et d'un certain niveau
de richesse économique pour pouvoir satisfaire des besoins sociaux fondamentaux. C'est l'idée du donut. Ben, ça permet pas beaucoup plus de penser le développement d'un point de vue qualitatif. Donc, on est un peu à cette croisée des chemins, avec, disent les critiques, des représentations qui invisibilisent, au moins pour partie, les pays du Sud, encore une fois, et cette globalité, cette globalisation ne permet pas de penser comme il le faudrait les relations entre conservation et développement. Et j'ai dépassé mon temps. Merci.